يا ثوار الساقية يا حومة المجد يا ثوار الساقية يا حومة المجد ورمز الحرية صاينين العهد ورمز الحرية صاينين العهد الأرض تبكي دموعا ودماء واسع الأرض تبكي دموعا ودماء واسع في شوق تسجد خشوع ليوم اللقاء في شوق تسجد خشوع ليوم اللقاء أوه لليلة ليلة لليلة ليلة ولليلة سجد وأغني ليوم الرجوع سجد وأغني ليوم الرجوع أوه لليلة ليلة لليلة ليلة لليلة ليلة أوه لليلة ليلة لليلة ليلة لليلة جيب الله انا عاد حمل الفرس حمل فرس حاجه لك تاع المين مسكين وبيدك تقول بس صور حنا كنا شحال الشافيه الصالحه لا تحس يا يوغي Pour dévier le contrôle de la police parce que presque à 20 km, on a presque 3 ou bien 4 contrôles entre la police et les gendarmeries pour arriver au campement et surtout il y a des étrangers avec nous. On a préféré partir par cette piste. Alors ça va être un peu dérangeant pour vous mais c'est une expérience aussi. Regarde, vous voyez là tout ça. Là, ils creusent des tranchées, pourquoi? Voilà, ils creusent des tranchées pour empêcher, parce qu'avant, ils ont fait des contrôles très limités. Là, mais pour empêcher ce genre d'Land Rover, des 4x4, de rentrer par là. Parce que les Land Rover, ils apportent... Ils apportent de l'alimentation et ils apportent même les habitants qui veulent rejoindre le campement. Parce que normalement, le campement a commencé il y a 2 semaines. Le premier semaine, c'était presque 300-400 tentes. Mais avec l'arrivée massive de la population civile, ils ont continué à emmener plus de militaires et ils ont commencé à creuser ces tunnels-là. Là, on est rentré? Oui, on a dépassé le contrôle des gendarmes. Regarde là-bas. Là, c'est les militaires aussi? C'est les militaires, oui. Ouais, mais il y a combien de camions? ما يسمع كاع هو اصلا والله يبيض هذا وجاي على كرعين. Surtout le camp, vous aurez tout le temps de filmer, de regarder. Surtout à ce moment-là, on a encore du soleil. On trouve presque en plein milieu du campement. Comme vous savez, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a presque 6000 tentes, presque de 20 000 exodés. Et ça a commencé depuis 2 semaines et aujourd'hui on arrive presque au 15e jour. La situation, c'est toujours l'empêchement et le contrôle des militaires marocains et de toutes sortes de forces d'ordre. Mais le plus important, c'est cette volonté de la population civile de continuer à venir, à ce campement-là.
Là, c'est un coin de provisionnement de l'eau. Et comme je vous ai expliqué aujourd'hui que les autorités marocaines, ils ont interdit d'emmener de l'eau même de la ville pour faire pression sur les habitants du campement. Là, vous avez tout regardé. Ça, c'est la plus grande concentration des militaires et de forces de l'ordre marocain. Alors, jusqu'à maintenant, on a fait presque la tournée de tout le campement. C'est quoi qu'on voit là-bas, là, à l'entrée? Quelle entrée? Là, Ouais, c'est le contrôle de la gendarmerie. C'est là où on est rentré tout à l'heure. Bueno, señores, díganme cuáles son sus esperanzas. Venceremos. البديل عن تقرير المصير. Cada uno es libre. Queremos la autonomía. Libertad, que sea el Sahara libre. Viva el Sahara. Dignidad. La victoire. الحرية والاستقلال. La independencia. Libertad y dependencia. الحكم الذاتي تحت سيادة الأمم المتحدة. واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه وحد يبغيكم الخير الله يجزيكم الصنتولو تعودوا يد وحده حد يبغيكم الخير الصنتولو هذا راه انتصار عظيم للصحراويين هذا اكبر انتصار هذا العصيان المدني وهذا النزوح الجماعي اكبر رساله للعالم عندنا احنا الشعب مجوع فرضه وعندنا من الخير اللي يغنينا لا صمودنا هو رفع معنوياتنا الصمود والثبات على الصمود ولا خالق شيء ثاني ذرك يقد يوصى به حد في المخيم ولا خارج المخيم إلا مبدأ والله شعار الصمود والثبات هدف منها هو عن ما تمتس ثبات وصمود الصحراويين وعن ما ولا قد حد يزعزعنا لا باستمارة ولا بشيء ثاني الصمود والثبات هذول اللي قايسين داير الثاني صحراوية Lui aussi, il est en train de nous filmer. Ouais.
المخيم خبر المخيم اخبار المخيم ها قتلوا الناس قال المخيم حيانا النبي قد تصور انا الناس امشي ركب ولا شو وقع في المخيم صار معهم Estamos pidiendo el referendo para el Sahara. Que se vaya a Marruecos la mierda. Hoy es su último día de vida en el Sahara. Ciudad de Layún, hay una intifada en este momento, diferentes barrios de la ciudad de Layún están ahora mismo. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq. Dimanche, à Casablanca, à ma descente d'avion en transit pour El Ayoun, les autorités marocaines m'ont confisqué mon passeport, puis expulsé hier matin vers Paris. Ce même dimanche, un parlementaire européen espagnol, Willy Meyer, n'a pas pu sortir de l'avion, pas plus que les journalistes qui l'accompagnaient au Sahara occidental. Mais qu'a donc à cacher le pouvoir marocain? On peut facilement imaginer qu'il voulait cacher l'assaut des forces militaires contre le camp abritant quelques 20 000 Sahraouis près d'El Ayoun. Cet assaut s'est soldé par plusieurs morts et blessés. La lassitude des Sahraouis s'exprime encore de manière pacifique, notamment en se regroupant dans ce camp, mais pour combien de temps? Je vous demande solennellement d'interpeller d'urgence le pouvoir marocain pour qu'il cesse ce carnage humain. Je vous demande d'exiger que des journalistes et des observateurs internationaux puissent se rendre en zone occupée pour témoigner de l'exactitude des faits. Je vous demande d'agir au plus vite pour que les militants des droits de l'homme soient libérés sans délai. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lecoq, je regrette la façon dont vous avez été refoulé du territoire marocain. Il n'est pas admissible qu'un représentant élu de la nation soit ainsi refoulé du territoire d'un pays ami dont, plus tôt, nous admirions les progrès vers la démocratie. Le procès de Gdei Mizik. En 2010, Gdei Mizik, il y avait un grand rassemblement sahraoui à côté de l'Ayoun. Et mon mari est un militant indépendantiste. Et il a été arrêté avec 22 camarades. Et ils sont passés au tribunal militaire il y a 2 ans. Et ils ont été condamnés à des peines allant de 25 ans à perpétuité. Donc voilà. Vive le Sahara libre. C'est une très belle journée, hein. Il y a un beau paysage avec l'ancienne ville de Salé, le Mellah, le Sheila. Ah oui, depuis 5 ans, je viens tous les 3 mois. Donc j'ai eu le temps de tout visiter. Mais je préférerais me promener dans la Badia, hein, avec mon mari, plutôt que de le voir en prison, alors qu'il n'a rien fait, il est innocent. Hein.
Et son papa a fait 16 ans de disparition dans les bagnes de Hassan II. Donc c'est une famille qui se bat pour son pays. Et jusqu'à présent, le royaume se venge sur ses militants. Comme tous les matins, je vais à la prison de Zaki pour voir mon mari. On parle peu de l'avenir parce qu'on ne sait pas combien de temps l'emprisonnement va durer, donc c'est pas la peine de se projeter alors qu'on ne sait rien. Après, on échange des nouvelles de la famille. Son papa est très malade. Il y a déjà 6 papa et maman qui sont des autres prisonniers qui sont morts depuis qu'ils sont en prison. Donc, probablement qu'il ne reverra pas son papa vivant. Son papa est très vieux et il ne peut pas voyager. Ils sont quand même à 2000 km de leur famille. Voilà, après, je parle de mon travail, je parle de ce que je vis, des difficultés que je vis aussi. Et puis, j'apprécie le fait qu'il s'intéresse à ce que je fais en France et qu'il m'encourage quand j'ai des difficultés. C'est un véritable soutien pour moi, malgré qu'il soit loin et qu'il ne connaisse ni où j'habite, ni mon travail, puisque j'ai déménagé, j'ai changé de travail depuis qu'il est en prison. Ma chère Claude, je ne compte plus les jours depuis que nous sommes enfermés. On doit se battre pour tout et contre tous, pour avoir une couverture, pour avoir des livres ou des papiers pour écrire, pour avoir des soins médicaux. J'ai passé des mois à l'isolement, seul entre 4 murs. Seul face à soi-même, sans rien pour s'occuper. Chaque heure est un long combat. Chaque jour nous éloigne un peu plus de la réalité. Je ne veux pas perdre pied, mais tellement d'incertitudes nous entourent. On nous a enfermés pour nous oublier. Malgré nos successives grèves de la faim, nous ne sommes pas entendus. J'aimerais que tu lances un appel à toutes les ONG pour qu'ils se mobilisent et demandent aux autorités marocaines notre libération immédiate ou un procès juste et équitable après, selon moi, des détentions préventives. Nous nous sommes rencontrés de manière assez triviale, c'est-à-dire que moi, à cette époque-là, j'étais depuis plus d'1 an dans les camps de réfugiés sahraouis, où je faisais de la formation à l'animation pour les animateurs de centres de loisirs, et j'avais besoin de louer mon appartement. Je ne le connaissais pas avant, donc il m'a expliqué qu'il était en France depuis 1999, il est arrivé avec une bourse pour faire du français, et qu'il était en étudiant en droit international, il faisait ses études, il ne militait pas. Et personne ne le connaissait dans la solidarité sahraoui à l'époque. Et c'est à partir du moment où on a été mariés que je lui ai fait rencontrer les personnes de la solidarité, donc qu'on a créé cette association de Corelso en novembre 2004. Il était là à toutes les réunions, et puis après, en mai 2005, il était à l'Aïoun au moment de l'intifada. Il faisait des allers-retours avec le Sahara occidental, avec l'Algérie aussi, pour les conférences internationales. Quand il était à l'école primaire à Ksabi, ses oncles le poussaient beaucoup pour qu'il fasse des études parce qu'ils savaient qu'il serait un jour quelqu'un, parce qu'il était le fils de son père, l'aîné de son père, et que c'était d'une famille de militants et que lui aussi un jour prendrait sa place. جئنا وفد ثاني آتي من المناطق المحتلة من أجل مشاركة الشعب الصحراوي هنا باللجوء في احتفالات 34 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. نحن مناضلين ومشروع معتقلين، ولكن قبل ذلك مشروع شهداء هذه القضية الوطنية. Yo no me gusta hablar de Nama. He compartido con él muchas cosas
duras y muchas cosas muy bonitas. Me acuerdo que he viajado con él por todo el Sáhara. Y no solo el Sáhara, pero todos los lugares donde existen saharauis, ¿no? Y como empezamos a hablar con los saharauis para que tienen que actuar, ¿no? para conseguir los derechos. Tenemos que hacer algo por nuestro país. Pero ha sido un hermano, ¿no? Porque siempre nos ha apoyado mucho en muchas cosas. Y también como nos enseñaban cómo hay que luchar, ¿no? Pacíficamente, ¿no? Cuando salí de este día, me detuvieron y me llevaron al cuartel de Gendarmería. Y desde que me detuvieron empezaron a torturarme y a maltratarme. Y todos los tipos de torturas, quitándote toda la ropa, toda, echando agua fría. Yo me acuerdo, y se me quedó marcado, que estuve en una habitación y la pared de la habitación estaba lleno de sangre. Y me decían, ¿sabes esa sangre de quién es? Es de tus compañeros, de Nama, de Sba'i, de los compañeros que están en la cárcel, esa es su sangre. Quand il a été enlevé le 7 novembre 2010, on n'a pas eu de nouvelles, on n'a jamais été d'abord prévenu de son arrestation. On n'a eu aucune nouvelle pendant 5 jours et après, on a su par d'autres gens qu'ils étaient effectivement à la prison de Salé. Je suis venue le plus vite possible. Cette première visite, on a été reçus dans un parloir, dans la pénombre. Il y avait un mur d'1 mètre de haut avec au-dessus un grillage très serré. Et au bout d'un moment, Nama est arrivé par une porte à droite dans la pénombre. Ils l'ont laissé d'ailleurs dans la pénombre tout le temps. Je lui ai demandé de se mettre plus à gauche pour être moins dans la pénombre, mais ils ne l'ont pas autorisé. L'entrevue a duré 5 minutes. Ça a été très pénible parce que Nama ne souriait pas. Il n'avait pas de lunettes parce que depuis 6 ans d'arrestation, chaque fois qu'il est arrêté, il lui casse ses lunettes et comme il ne voit rien d'un œil et de l'autre 2/10, il a été dans le flou pendant toute cette période. Et il m'a seulement demandé des nouvelles de ses camarades. Donc je lui ai dit tous ceux qui étaient arrêtés. Alors à la fin, il m'a dit ils ont tous été arrêtés. L'ACAT suit la situation de Nama Asfari depuis des années, donc bien avant sa dernière arrestation en novembre 2010. On l'a déjà soutenu au cours des précédentes arrestations les années d'avant, à travers des appels urgents pour demander sa libération et à travers un soutien moral à Nama Asfari et à son épouse. Et nous avons évidemment accentué notre soutien à partir de son arrestation dans le cadre du démantèlement du camp de Gdamizik pour dénoncer les tortures subies par Nama Asfari. Sur tout le trajet conduisant au poste de police de l'Ayoun, il a été à nouveau roué de coups, et notamment de coups de pied et coups de talkie-walkie sur la tête. Arrivé au poste de police de l'Ayoun, il y est resté de environ 10 h du soir à 4 h le lendemain matin. Donc il a été interrogé une partie de la nuit. Et pendant ces interrogatoires-là, donc il a été à nouveau frappé. Il a été mis sur le ventre, puis sur le dos et frappé sur la plante des pieds. Donc c'est le supplice qu'on appelle le supplice de la falaka. La lacération de la plante des pieds avec des coups répétés. Il a été humilié à de nombreuses reprises, il a été frappé au niveau du visage, au niveau du corps aussi, et ce jusqu'à ce qu'il soit transféré donc la nuit du 11 au 12 novembre au tribunal de l'Ayoun, pour là où on l'a forcé à signer un procès verbal, sans quoi on menaçait de le renvoyer aux mains de ses tortionnaires.
2 ans que nous attendons ce procès, que nous nous préparons chaque jour, chaque nuit. Enfin, ce jour est bientôt là. Ce procès sera peut-être la seule occasion pour nous de dire ce que l'on a à dire, de se faire entendre, de le crier s'il le faut. Notre voix portera la voix du peuple. Ce sera un moment historique. J'espère que les observateurs internationaux viendront pour rendre compte de ce qu'il se passe chez nous et au Maroc, pour que des étrangers voient comment les Sahraouis qui osent parler et agir sont traités, privés de parole, privés d'action. On arrive à l'audience, le tribunal est complètement encerclé, comme la fois précédente. On est aussi très nombreux comme observateurs. Les accusés rentrent, comme chaque fois, comme ce sera chaque fois au cours de l'audience, donc ils sont tous en tenue traditionnelle. Et ils rentrent à la fois très calmement, très dignement, mais très revendicatifs. Puisqu'ils entrent tous en faisant les bras levés, le lever de la victoire. Nama Asfari a été appelé le premier à la barre, parce qu'il est considéré comme étant l'instigateur, le chef de file de l'organisation de Gdeim-Izik. Donc c'est lui qui a été appelé le premier. Et là, il est intervenu tout de suite. Il a dit plusieurs choses, mais il a dit surtout une chose, alors, parce qu'il a parlé en arabe, hein, mais il a aussi parlé un peu en français. Et il a dit la chose suivante: aujourd'hui, on plante un clou dans le cercueil du colonialisme marocain. C'est vraiment un jeu bizarre puisque les autorités marocaines veulent démontrer ou montrer ces Sahraouis comme étant des criminels, mais en fait, ils leur ont donné une occasion pour vraiment expliquer à tout le monde, surtout ceux qui étaient là, les observateurs internationaux et tout, qu'il y a une cause pour laquelle eux, ils sont convaincus. C'est pour cette cause qu'ils militent et c'est pour cette cause qu'ils sont là. J'appelle à la barre M. Nama Asfari. Oui, je me demande pourquoi on est là, pourquoi on est traduit devant un tribunal militaire. On est des civils. Et hier, vous avez accordé une journée pour les débats sur la forme. Nous, ça fait 40 ans que ça dure, Madame la Présidente. Il s'agit d'un procès politique. Moi, je ne suis pas un criminel. Et le président lui répond: je suis prêt à t'entendre toute la journée, mais parle des faits. Et Nama, avant de parler des faits, il veut parler du pourquoi les faits. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Gdeim-Izik, c'est pas quelque chose qui est né comme ça, brutalement. C'est effectivement la production de 40 ans d'humiliation et de négation du droit du peuple sahraoui. Lui, il veut parler du peuple sahraoui, il veut parler de son père qui a été disparu pendant 16 ans, de sa mère qui est décédée, il veut parler des manifestations, il veut parler de tout ça, de la légitimité, il parle aux Marocains. Il y a un moment où il va se retourner vers la salle pour parler aux familles, pour exprimer ses condoléances, sa compassion. Il y a un moment où il va dire que les Sahraouis et les Marocains se battent pour la même chose. Ils ont tous les deux besoin de liberté, de la fin d'un régime de torture, etc. Siempre sale Nama, siempre que le ordena, que dice: mira, tú tienes que matar a este, tienes que asesinar a este, tienes que coger a este. Y a mí, pues ahí me dicen que yo he asesinado a un policía junto con Sbahi Ahmed, porque Nama nos dijo que tenemos que hacer eso. Dans l'acte d'accusation, il est l'instigateur. C'est lui l'organisateur, c'est lui qui a manipulé. بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ محمد فاضل الليلي الذي صرح بشكل إجمالي في موضوع الدعوة على أنه لم يستطع أن يجد علاقة مباشرة بين الفاعل والضحية. هناك ضحايا، ولكن من قتلهم؟ من أزهق أرواحهم؟ وطرح سؤال فريد يبقى سؤال محوري في القضية: من قتل من؟ Nosotros hemos asesinado, como ellos han dicho, ¿por qué han negado hacer una autopsia? ¿Por qué no hacen una autopsia con médico, forense? Es decir, mira, las huellas de Hassana,
las huellas de Nama, las huellas de Bashir, de Sba'i, del otro. Y así, más justificante que ya, sí, hemos matado. On était vraiment dans un camp retranché. Il y avait une présence phénoménale de forces de police. C'est-à-dire, comment la justice peut être rendue de façon sereine, dans un climat pareil. C'est en ça que je disais tout à l'heure, ça a été une mascarade tragique quand même. J'ai assisté le procès de M. Asfari Nama comme témoin. Quand j'étais là-bas, j'ai expliqué que M. Asfari a été arrêté le 7. Et les policiers ont été tués le 8. Comment on accepte cette contradiction? Revenons au 7 novembre, revenons au 8 novembre. Madame la Présidente, moi je ne suis pas arrêté le 8 novembre, j'étais arrêté le 7 novembre. Mais le PV dit que vous avez été arrêté le 8 novembre. Mais quel PV? Le PV a été signé par mes empreintes. Les empreintes, c'est pour les illettrés. Vous savez très bien que le procès verbal porte votre empreinte. Et pourquoi pas votre signature? بعد ذلك تناول الكلمة الأستاذ بو خالد الذي أثار مجموعة من الدفوع والاختلالات الشكلية تتمثل في المسطرة، تتمثل في حالة التلبس، بطلان المحاضر، تصريحات تحت التعذيب، عدم إشعار العائلات بتاريخ الاعتقال وفترة الاعتقال، الحراسة النظرية. Le tribunal a donné son verdict. 9 condamnations à perpétuité, dont une par contumace, ça veut dire l'accusé absent. 4 condamnations à 30 ans, 6 condamnations à 25 ans, 3 condamnations à 20 ans, 2 condamnations à 2 ans correspondant à la durée de la détention préventive accomplie. L'iniquité du jugement a été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme, internationales, marocaines et sahraouis. Sont notamment contestées dans ce procès et ses conclusions. Le fait qu'il soit devant une juridiction militaire et par voie de conséquence l'absence de recours ordinaire possible. Pensando todo. Y pensando que ya cadena perpetua ya es por tu vida voy a poder ver a mi familia y volver a mi tierra. Los marroquíes pensaban dar miedo a los saharauis, que mira, que podemos condenaros hasta cadena perpetua. Para que la gente en los territorios ocupados, el pueblo en el Sahara, en los territorios ocupados, para de manifestarse, de luchar pacíficamente. Ce fut à l'instant même de notre arrestation que le régime marocain a rendu son verdict d'une condamnation collective. Il a ainsi trouvé un motif pour nous prendre en otage. Un ordre politique qui dépasse de loin la compétence d'un juge d'instruction et du procureur général. Ce procès historique a changé l'image des Sahraouis pour toujours. Je ne regrette pas une minute d'être ici. J'ai réalisé un objectif de ma vie. Je n'attends rien. J'ai donné tout ce que je pouvais. Je me suis libéré. Cela m'a fait renaître. On a frappé l'ennemi au cœur de sa politique. On l'a fait exploser de l'intérieur. C'est ça l'affaire de Gdaï Mizik. Le campement et le procès. L'ennemi croyait détenir tout, mais son château s'effondre. Au fur et à mesure que je prépare mon voyage, que je prépare mon sac, ma valise, et puis après les formalités de police à l'arrivée, il y a toujours beaucoup d'émotions qui apparaissent. Et puis alors après, au fur et à mesure que j'approche de la prison, bon, c'est de l'émotion positive peut-être. C'est un peu de stress, quoi. Savoir comment ça va se passer, et puis de retrouver Nama, que j'ai pas vu depuis plusieurs mois. C'est toujours... Bon, à la fois je suis contente bien sûr de venir le voir, et à la fois je sais que c'est une visite qui est importante pour eux. Je suis la seule étrangère qui peut venir. Et puis après, je sais que je vais faire le maximum pour rencontrer des gens qui vont me rencontrer parce qu'il faut bien qu'ils me rencontrent, mais qui n'ont pas du tout envie de me voir. Avec la délégation municipale d'Ivry qui est arrivée à
à Rabat hier. Nous sommes allés ce matin à Salé pour essayer de demander un rendez-vous au directeur de la prison, Zaki, où sont incarcérés Nama Asfari et ses 22 compagnons de Gdei Mizik depuis 4 ans maintenant. Et nous avions écrit, la mairie d'Ivry avait écrit à la délégation générale des prisons et au ministère de la Justice et au CNDH pour demander l'autorisation de rencontrer Nama et leur demander aussi dans quelle situation se trouvaient les prisonniers de Gdei Mizik. Ce qui était, je pense, assez important ce matin, c'est qu'on soit si proche de lui et finalement si loin, parce qu'on était à quelques mètres de là où il est incarcéré, et puis en même temps tellement loin avec ses fichus murs et ces autorités qui nous empêchent d'aller le voir. À partir du moment où on parle de la cause sahraoui, où on vient pour la cause sahraoui, nous sommes en infraction avec la loi marocaine. Et tous les discours sur toutes les conventions, je crois que c'est le pays qui a ratifié le plus de conventions, est un discours de façade, d'affichage. On ne peut pas faire un pas dehors sans avoir 3 flics au coin de la rue, 3 badauds de l'autre côté avec un scooter. On est suivi partout. Donc on sent qu'au-delà de la cause sahraoui, ce pourquoi on est là, on sent bien qu'il y a quelque chose de... Voilà, on entache l'image du Maroc à l'étranger, Agadir, Marrakech, Fès, les poteries, Essaouira. Là, on est sur quelque chose qui déplaît clairement dans sa globalité. Alors c'est bon, 4 dans chaque voiture et vous payez 50 dirhams. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que vous êtes là parce que vous êtes sur un dossier qui concerne la liberté. Je pose une question. Sur les 22, ils sont au 23 ? Ils sont 21 maintenant. Ils sont les 21. Oui. Sur les 21, est-ce que vous soutenez qu'aucun d'entre eux n'est mêlé aux actes de violence ? Aucun. Ouais. Il y en a 6 qui Donc étaient ils ont arrêté d'autres personnes, ou bien ils les ont arrêtés au pif ? Alors non, pas du tout au pif. Ils les ont arrêtés parce qu'ils sont défenseurs des droits humains, parce qu'ils sont responsables d'associations de droits humains, d'associations sahraouis de droits humains non autorisées, parce que 10 d'entre eux étaient à Tindouf en février 2010, et puis par les 5 parmi les membres du comité de dialogue. On ne sait pas qui a tué. Attendez, alors on ne sait pas qui, c'est possible, c'est ce que l'argument, on ne sait pas qui, c'est possible. Au procès, Donc il y a eu des morts. aucune preuve n'a été apportée au procès. C'est possible. Qu'il n'y ait pas de rapport direct. C'est possible. C'est possible que dans le flou global et dans les événements, il y ait eu quelques erreurs sur les arrestations. C'est possible. Ça peut arriver, je sais que ça arrive, lorsqu'il y a ce genre de choses. Il y a des morts. Peut-être que vous, vu sous uniquement votre point de vue, ça ne vous touche pas beaucoup. Mais moi, il y a des morts dans mes forces armées. On n'a pas dit qu'on sait qu'il y a eu des victimes. Vous l'avez dit, c'est le Maroc qui l'a dit, nous on ne sait pas. Bien sûr qu'il y a eu des victimes. Il n'y a pas un démantèlement violent. Parce que si le Maroc... Non, c'est juste parce que moi aussi je veux recouper. Maintenant... Pourtant vous étiez au procès. Non, j'ai jamais été au procès. Vous étiez là pour justement soutenir le droit des victimes. J'étais là en tant que militant pour la marocanité du Sahara, etc. Et pour mon engagement patriotique qui fait que j'ai en face de moi des forces de l'ordre qui défendent concrètement cela sur le terrain. Et il se trouve qu'il y a eu des morts parmi eux. Et personne, absolument personne, n'élève la voix pour dire qu'il y a eu également des actes criminels. Autant je dénonce tout acte de violence à l'égard de militants qui estiment être des militants des droits de l'homme, Mais des militants. Qui est-ce qui a pris la responsabilité d'attaquer? C'est pas les Sahraouis. Attaquer quoi? Après un mois de négociations, ils ont attaqué le lundi matin. De toute manière, sachez que nous, ce qui nous importe, et moi personnellement, dans mon approche, c'est que le Maroc soit autant que faire se peut irréprochable.
لقد قررنا مقاطعة هذا المنتدى وإلغاء المشاركة بالنسبة للجمعيات التي كانت ستشارك نظرا لأن الشروط التي تم فيها الإعداد للمنتدى أمريكا أمريكا عدوة الشعوب فينا من حروب أمريكا أمريكا عدوة الشعوب فلسطين في العيون فلسطين في العيون فلسطين في العيون اطمس يا صهيون. Il n'y a pas d'espace de débat libre et réel. Au Maroc, il y a un cercle fermé, des lignes rouges, comme on les appelle ici au Maroc, qu'on ne peut pas dépasser, on n'a pas le droit de... Une fois on arrive aux limites, il y a donc la répression, de toute forme, il y a la répression directe, mais aussi cette répression indirecte d'acharnement de journalistes qui sont là pour à chaque fois insulter les personnes qui osent ouvrir des vrais débats, qui osent s'exprimer librement. Donc, puisque l'État lui-même annonce cet engagement de respect des droits humains tel que reconnu universellement, c'est inscrit dans la Constitution et le Maroc a ratifié énormément de conventions, et bien nous on dit si l'État ratifie, il doit appliquer, il doit respecter. Et on est là à chaque fois pour le rappeler et pour dire voilà, il y a des procès inéquitables, il y a encore la torture, il y a encore des prisonniers politiques dans les prisons, il y a l'impunité, la justice est instrumentalisée par l'État, il n'y a pas de justice indépendante, les droits des femmes ne sont pas respectés. Et donc tout ça, ça dérange. Ça dérange les autorités qui veulent montrer un faux visage, une fausse image sur le Maroc, comme quoi c'est une exception, c'est un État qui avance, c'est le meilleur de la région, etc., etc. Mais nous, on n'est pas d'accord, pas du tout d'accord, et donc c'est pour ça qu'on veut nous faire taire. Les autres du groupe n'ont pas d'expérience politique, ni organisationnelle. Ils n'ont pas fait d'études, à part 2 ou 3. Ils ont un courage exemplaire. Mais dans le cas d'une lutte politique, cela ne suffit pas. J'ai avec eux une relation comme un père, un médecin, un confident. 20 hommes à la maison. Sans projet, c'est difficile. Cohabiter, c'est difficile. Ce ne sont plus des objectifs politiques qu'il faut avoir, mais des objectifs de vie. Je ne veux pas faire mon programme pour moi tout seul. Cette expérience de vie en prison doit être salutaire et bonne pour tout le groupe. Au milieu de ça, j'essaie de protéger ma solitude. J'ai besoin de m'occuper aussi de moi. Dans cette vie d'enfermement, il faut avoir un moteur. La croyance en quelque chose. La lecture est devenue un médicament, une source pour aider mon esprit à s'évader. Chaque mot, chaque phrase, c'est la seule chose qui me sauve. Cela me permet d'organiser mes idées, d'acquérir une méthode. Dostoïevski, lu en prison, c'est bien autre chose que si je le lis dans un café ou à Paris. La lecture et la radio sont devenus un instrument, une arme. Chaque année, je propose de faire des missions pour permettre à plus de gens possible de rencontrer la réalité sahraoui, mais en même temps, il y a peu de candidats pour venir à ces voyages. Les gens qu'on rencontre aussi, ils subissent des pressions, ils sont contents de nous recevoir et en même temps pour eux, ils subissent beaucoup d'intimidation avant, pendant, après. Puis bon, on sait que nous on s'en va et puis eux ils restent. Ça empêche le problème de retomber dans l'oubli. Quand moi j'ai commencé en 2005, j'étais quasiment la première à venir. Donc on voit combien cette lutte a pris de l'importance et que les droits de l'homme sont un sujet qui est devenu prégnant au Maroc. Donc quand ils peuvent nous expulser ou nous empêcher d'entrer, ils le font aussi. C'était une sorte une présentation des activités, des objectifs de la coordination de Gdé Musique. Soyez les bienvenus
نجيكم لنا اليوم في العيون في عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. Chez nous, au Sahara occidental, surtout l'Aïn, c'est la capitale du Sahara occidental. أهلا بكم وسهلا. Soyez les bienvenus encore une deuxième fois. اليوم اللي ندوروا وهي طليصة معتقلين أهل قديمزيك. Ce que nous voulons, c'est la libération de toutes les détenus politiques et surtout de Gdémizi. نطلب من الدولة الكبيرة العظمى دولة فرنسا اللي معروفة بالحريات في العالم. Il demande l'État français, un pays de la liberté, des droits de l'homme. فرنسا احنا الصحراويين ما لنا جاهلينها، عارفين عنها دولة عظمى وزينة ولا نقدون إلى عاد فيها حد ما هو صالح لا يموت فيها ياسر صالح. يلا تكلم. Nous connaissons très bien l'État français et le peuple français. Il adresse toujours le français. ولا اليوم رانا محملينهم وفدنا ذا محملينهم المسؤولية ومحملين الدولة الفرنسية. sur vous d'assumer la responsabilité. وعن فرنسا ما ثلاثة تميل هوك ولا هوك مع المغرب تمشي في الحق نيشان. Il faut la France prend la bonne voie de ne pas utiliser le droit de veto contre le peuple sahraoui. On sait très bien que la question sahraoui en France est en général mise de côté par les autorités françaises, qui soutiennent à 100% les autorités marocaines et qui refusent d'intervenir sur tout ce qui relève des violations des droits de l'homme perpétrées par les forces de sécurité marocaines dans le Sahara occidental sous occupation marocaine. On sait très bien que la France se refuse à soutenir notamment l'introduction d'un volet de monitoring des droits de l'homme dans le mandat de la force de maintien de la paix au Sahara occidental, la MINURSO. Donc il y a une espèce de tabou en France sur la question du Sahara occidental et déposer la plainte en France pour les tortures subies par Namas Fari, c'était une façon pour nous aussi d'attirer l'attention du public français sur ce qui se passe. Avoir un jardin aide l'homme à garder un lien spirituel avec la nature, mais aussi une existence esthétique. J'ai obtenu une parcelle dans notre quartier. Chaque matin, je jardine pour ne pas tomber dans le stress. Claude, je souhaiterais de tout mon cœur pouvoir te faire un jardin dans notre pays, même sous occupation. C'est un homme extraordinaire. Voilà, donc en fait, c'était la conférence internationale catholique du guidisme qui fêtait son 50e anniversaire. On a tous salué un par un, et moi je lui ai parlé évidemment, on dit de prier pour les prisonniers politiques, prier pour Namas. Voilà. Maintenant je lui ai envoyé une lettre qui fait de la diplomatie vaticane, pas seulement de la bénédiction. Et puis donc moi j'ai continué à la lutte en déposant des plaintes en nom de Nama pour torture. J'ai monté tout un dossier avec l'aide de la CAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui a fait un énorme travail. Ça, j'avoue que si Hélène Leger n'avait pas été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc nous avons déposé une première plainte le matin du 20 février 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris. Donc c'est une plainte pénale avec constitution de partie civile. Le même jour, par ailleurs, nous avons aussi déposé une plainte devant le Comité contre la torture des Nations Unies à Genève contre le Maroc. Donc là, ce n'est pas une plainte pénale, c'est une plainte internationale déposée contre un État. En même temps que nous, il y avait 2 franco-marocains qui ont déposé plainte pour torture contre M. Amouchi, donc le directeur de la DST. Et alors, on a réussi à nous 3 à créer le plus grand problème diplomatique entre la France et le Maroc, et j'en suis assez fière. Et puis, évidemment, ça ne pouvait pas durer, parce que, soi-disant, on a besoin des renseignements de la sécurité marocaine. Le chef des services, ici à gauche du roi du Maroc, fait déjà l'objet de 3 plaintes en France. Une ONG chrétienne l'accuse notamment d'avoir fait torturer, au Sahara occidental, ce prisonnier politique, mari d'une Française. Nous défendons une autre victime, Namas Fari, qui est donc le défenseur des droits de l'homme sahraoui. Il allègue que des représentants de la DST étaient présents lors de sa torture, et lui a subi des coups répétés sur tout le corps, lui aussi des coups sur la plante des pieds, entre autres techniques de torture.
Alors, quand le chef de la DST marocaine vient en France en 2014, le juge français veut l'entendre dans les 4 affaires. Choqué, le Maroc refuse et en représailles, toute collaboration judiciaire avec la France est gelée par les tribunaux marocains pendant 1 an. Donc nous, notre souci à la CAT et avec les avocats qui défendent les victimes, c'est depuis le 20 février 2014 de rappeler à chaque fois dans les médias qu'à l'origine de cette crise diplomatique, il y a des victimes de torture, il y a de la souffrance, il y a de l'injustice, il y a de l'impunité et qu'il ne faut pas oublier que ces victimes ont droit à la justice et que ce droit à la justice ne doit pas être sacrifié sur l'autel des relations diplomatiques entre la France et le Maroc. Et donc la plainte que j'avais déposée en France, donc elle a été jugée recevable, elle est passée dans les mains de 4 juges d'instruction, la vraie patate chaude, et finalement elle a été jugée irrecevable. Donc on a fait appel, puis après on ira à l'Europe, et puis après on continuera. Hein. Mais par contre, elle a été jugée recevable à Genève. Cher Claude, j'ai transmis à mes camarades la bonne nouvelle de l'acceptation de notre plainte à l'ONU. C'est un grand jour. Nous sommes très heureux, très reconnaissants. C'est un jalon sur notre route et aussi un aboutissement. J'ai l'impression d'avoir un statut hors de nos frontières. Ces plaintes me rendent un peu de ma dignité. Enfin, on reconnaît la torture que j'ai subie. C'est dur de dire à un juge que vous avez été torturé et de voir qu'il n'en tient pas compte 1 minute. Le déni, ça devient de la torture morale. United Nations, we want justice. Wake up, wake up. Wake up, wake up. United Nations, wake up, wake up. United Nations, almost sleeping. United Nations. Ce lieu, je le considère un peu comme une scène internationale, une scène mondiale, dans laquelle justement les violations des droits de l'homme vont être mises en visibilité. Les divers rapporteurs spéciaux qui ont été au Maroc, au Sahara occidental ces dernières années, eh bien c'est irréfutable, c'est récurrent, on a toujours les mêmes points sur les violations des droits de l'homme et ce qui se passe au Sahara occidental. Et franchement, les États, eux non plus, ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. En 2013, j'ai interviewé Mustapha Abebden, qui est un poète, un écrivain sahraoui qui a fait lui-même 3 ans de prison, qui m'a raconté les tortures qu'il a subies. Quand je l'ai raconté à Nama, il s'est effondré en larmes et il m'a dit « j'ai subi la même chose ». Et il s'est mis à pleurer. Il ne m'avait jamais raconté à ce moment-là. Et j'avais même cru qu'il avait été épargné, puisqu'il ne me racontait pas ça. Et il m'a dit, et tout de suite derrière, il a dit « j'ai payé la dette à mon peuple et je sais maintenant ce qu'a subi mon père et tous ses frères et mes oncles ». Donc une justification par le militantisme de toute cette souffrance qui marque un homme pour toute sa vie. Je crois qu'actuellement on en est à une 60aine de prisonniers politiques sahraouis dans les prisons du royaume. Donc il y a encore du travail, on va se battre jusqu'à leur libération, mais surtout on va se battre jusqu'à l'organisation du référendum d'autodétermination. Tant que ce premier droit-là, dans la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire d'avoir son pays, n'est pas réalisé, eh bien, il y aura toujours des victimes, puisque tous les autres droits sont bafoués au Maroc. Et aussi, pas seulement contre les Sahraouis, mais aussi contre le peuple marocain. Madame Claude, je vous donne raison quand vous dites que le Maroc a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits de l'homme. Dommage qu'il ne les applique pas. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la détention arbitraire au Maroc. Ne me privez pas de dire ce que je pense. Je vous demande. Je vais laisser. Enfin, je vous demande, madame Claude, de mener une enquête, pas seulement au Maroc. Je ne suis pas contre. Mais cette même enquête que vous menez pour l'amélioration des droits de l'homme, je veux que vous la faites de l'autre côté. Oui, c'est-à-dire radicaliser. Monsieur, je vous remercie de vous faire le porte-parole du gouvernement marocain. Maintenant, on va peut-être laisser.
C'est pas à vous de répondre à Madame Manja. Alors, maintenant, monsieur, je ne vais pas devoir appeler la sécurité quand même. Vous laissez répondre les personnes qui interviennent. Pour conclure, je pense que cet aspect de la chose, puisqu'on met en avant les mécanismes des Nations Unies, les procédures et les conventions, les Nations Unies ont raté une occasion très importante en ne donnant pas un mandat à la mission, à la MINURSO, d'avoir ce mandat droits de l'homme, y compris pour les militants comme vous, messieurs, dames, qui dites défendre les droits de l'homme dans les camps de Tindouf, puisque cette mission droits de l'homme aurait pu aller enquêter dans les camps de Tindouf. Et vous avez refusé. C'est dur ces interventions. À Paris, ils viennent à l'Assemblée nationale et alors ils empêchent toute... ils prennent la parole pour empêcher prennent le temps, quoi. C'est souvent qu'on est obligé de faire intervenir les gardes républicains pour les mettre dehors. La souffrance vécue depuis mon enfance, je ne pouvais en sortir sans cet enfermement. La disparition de mon père pendant 16 ans dans les bagnes, je l'ai vécu dans ma chair. J'en ai la mémoire. J'ai retrouvé le lien avec ma famille. Cette prison est devenue une guérison. Ça m'a libéré. C'est comme si j'avais participé avec mon père à sa souffrance. Le bagne, la séparation de la famille, les bourreaux. C'était un mystère jusqu'ici pour moi. Maintenant, je comprends. C'est un défi. Si mon père y est arrivé, je peux aussi. Voilà, je suis l'épouse d'un prisonnier politique qui a été condamné à 30 ans et qui est en grève de la faim illimitée avec ses compagnons, ses 22 compagnons, donc c'est le 24e jour et les autorités marocaines ne bougent pas. Donc aujourd'hui on fait une grève de la faim solidaire, aujourd'hui, demain et vendredi, et donc on réclame depuis plusieurs années l'élargissement du mandat de MINURSO à la surveillance des droits de l'homme, parce que c'est la seule mission des Nations Unies qui n'a pas dans son mandat de surveiller les droits de l'homme au Sahara occidental. Et donc on ne l'obtient pas. Ça fait plusieurs années qu'on ne l'obtient pas. Tant qu'un peuple est debout, tant qu'existe la volonté de résister, quel que soit le contexte, quelle que soit l'interprétation de chaque acteur régional ou international, un peuple qui résiste continue d'exister. Notre combat a besoin de gens qui pensent et qui organisent la résistance. Il faut continuer à sortir dans la rue pour témoigner de la réalité au grand jour. يا ثوار الساقية يا حومة المجد يا ثوار الساقية يا حومة المجد ورمز الحرية صاينين العهد ورمز الحرية صاينين العهد الأرض تبكي دموعا ودماء واسع الأرض تبكي دموعا ودماء واسع في شوق تسجد خشوعا ليوم اللقاء في شوق تسجد خشوعا ليوم اللقاء
سجدوا وغني اليوم الرجوع سجدوا وغني اليوم الرجوع أوه لا 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 أوه لا 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 أوه لا 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 تنسى والشهيد هو اللي خلق